Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 209e briefing. Donc merci de votre fidélité comme toujours. Alors aujourd'hui nous sommes en format un petit peu réduit parce que Pavel est parti à un rendez-vous. Igor est en mission dans l'océan Indien, probablement pour étudier la position des différentes marines mondiales, parce qu'il ne peut pas être simplement pour se bronzer à Maurice. Voilà, donc toute la charge va reposer sur Arnaud. Et j'imagine qu'il va réussir à nous donner absolument tous les éléments, aussi bien économiques, politiques, militaires peut-être, diplomatiques. Enfin voilà, donc un tour d'horizon complet. Nous te faisons confiance. Donc par quoi vas-tu commencer? Bonjour Président, merci. Je vais commencer par l'économie, je vous parlerai ensuite de politique intérieure, de politique extérieure et je terminerai par les déclarations, en tout cas certaines d'entre elles, du président Poutine lors du forum économique oriental de Vladivostok. Une actualité chargée, intéressante. Sur le plan économique, la Banque de Russie qui a publié quatre scénarios économiques, macroéconomiques, pour la période 2025-2027. Un scénario dit de base qu'elle considère comme le plus probable, qui est un scénario en quelque sorte inertiel par rapport à ce qu'on observe actuellement. C'est, pour résumer, poursuite de la transformation de l'économie russe sans choc extérieur majeur, en tout cas nouveau. Euh, Ce scénario inclut également le maintien des sanctions occidentales, ce qui paraît assez réaliste. Et donc, selon les termes de ce scénario de base, l'inflation serait ramenée à 4,5 environ fin 2025, le taux directeur entre 14 et 16. Et en 2024, au début de ce cycle triennal, pour cette année donc, la Banque centrale table une croissance de l'ordre de 3,5 à 4%, ce qui correspond au demeurant à la dernière évaluation du ministère des Finances. M. Silvanov, la semaine dernière, a déclaré attendre une croissance de 3,9% cette année. C'est tout de même assez considérable. Le deuxième scénario est le scénario dit désinflationniste, qui est une version un peu plus optimiste du premier, qui est jugé moins probable par la Banque centrale. A contrario, le troisième dit inflationniste, pro-inflationniste, est jugé comme le scénario alternatif le plus vraisemblable. Il prévoit une demande très soutenue, une demande intérieure, des dépenses budgétaires en hausse et pas seulement en lien avec l'effort de défense. Enfin, le quatrième, qui est un peu le scénario apocalyptique, c'est celui d'une crise mondiale, auquel cas la croissance l'année prochaine serait négative de 3 à 4%. Ce qu'il faut retenir de ces scénarios, de cet exercice, c'est que la Banque centrale juge finalement plus probable un mix entre le premier et le deuxième finalement. L'incertitude portant essentiellement sur l'inflation, sur la capacité des autorités à la juguler. Nous en avons parlé très longuement la semaine dernière. Quelques brèves sectorielles et non sectorielles d'ailleurs. Le marché automobile qui reprend quelques couleurs puisque les ventes de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers ont atteint en août 155 000 unités. C'est 30% de plus qu'en 2023. C'est évidemment assez loin de la période précédant la guerre, mais malgré tout, on assiste à un redressement de cette courbe des ventes de véhicules particuliers. Le président de Sberbank, German Gref, qui annonce une baisse de 40% des prêts hypothécaires en 2024 par rapport à 2023. Ça fait partie de ces mesures destinées à refroidir quelque peu l'économie russe. Cette baisse s'explique par la fin des programmes à taux bonifiés soutenus par l'État, évidemment par la hausse du taux directeur de la Banque de Russie. Malgré tout, le nombre de prêts immobiliers accordés cette année devrait être supérieur à celui de 2021. Donc on ne parle pas d'un arrêt, d'un gel total
de l'immobilier et de la construction en Russie. Par ailleurs, plusieurs grandes entreprises russes ont publié des résultats pour le premier semestre et deux d'entre elles retiennent mon attention. Ce sont des entreprises qui étaient en difficulté, en tout cas dans une période complexe. La première, c'est Gazprom, Trésor national, n'est-ce pas, qui renoue avec les bénéfices. Bénéfices nets d'environ 10 milliards d'euros pour le premier semestre. C'est 3 fois plus qu'en 2023. Et je rappelle que c'est trois fois plus qu'au premier semestre 2023. Je rappelle que sur l'ensemble de l'année 2023, Gazprom avait essuyé une perte de l'ordre de 6 milliards d'euros. Donc les affaires reprennent malgré la perte du marché européen, ou en tout cas de plus des trois quarts du marché ouest européen. Les volumes d'exportation sont redressés, la demande interne est très vigoureuse et par ailleurs Gazprom a racheté les parts de Shell dans Sakhalin 2. Donc ce n'est pas forcément aussi brillant qu'il y a quelques années, mais à tout le moins, Gazprom semble être sorti du rouge, alors même que le groupe est surimposé par l'État russe. Au-delà des impôts, des taxes habituelles, il y a une contribution mensuelle de 50 milliards de roubles dont s'acquitte Gazprom. L'autre entreprise qui était en difficulté, et pour cause, c'est Aeroflot. Aeroflot qui, comme Gazprom, a perdu finalement son marché européen et occidental au sens large en raison des sanctions européennes, de l'impossibilité d'emprunter l'espace aérien de l'Union européenne. Eh bien, pour le premier semestre 2024, le groupe, puisqu'il y a plusieurs compagnies dans le groupe Aeroflot, enregistre un bénéfice net de 42 milliards de roubles, c'est environ 400 millions d'euros, contre une perte de 100 milliards l'année dernière à la même époque. Hausse du trafic, particulièrement spectaculaire sur le segment international, plus 45%. Ceci dit, petit bémol, la Russie n'en a pas, et Aeroflot en particulier, n'en ont pas tout à fait terminé avec les contentieux liés au leasing, de double enregistrement. 133 avions sont encore concernés et le rachat de ces appareils, qui est souhaité par la Russie, pourrait coûter près de 3 milliards d'euros supplémentaires. Auquel cas, il pourrait traverser des espaces, enfin plutôt voyager à l'étranger et ne pas faire l'objet de saisies et d'autres procédures judiciaires. Un sondage réalisé par l'Institut d'économie de l'Académie des sciences, une institution sérieuse avec laquelle d'ailleurs nous collaborons régulièrement. 53% des entreprises interrogées disent ne pas avoir trouvé d'alternative aux équipements occidentaux sous sanction. Ça fait beaucoup. C'est un peu moins qu'en 2022. En 2022, c'était 62%. Dans ce même sondage, 70% des entreprises disent avoir recours à des importations d'équipements industriels en provenance de Chine et 21% en provenance de Turquie. Enfin, quelques mots du marché du travail pour peut-être signaler un phénomène qui, s'il se confirme, deviendrait une tendance intéressante à mains égards. Un quotidien russe respectable, il en reste, je parle de la Nezavissimaya Gazeta, s'est fait l'écho d'un phénomène nouveau. Les retraités reviendraient ou viendraient assez massivement sur le marché du travail en raison des pénuries de main-d'œuvre que l'on a décrites par ailleurs ces dernières semaines. Et surtout, les salaires proposés aux retraités qui décideraient de travailler et de cumuler avec leur retraite, ces salaires commencent à devenir intéressants pour eux. On sort de la logique de survie pour une logique finalement de gagner correctement sa retraite, si j'ose dire. Donc, à voir si ça se confirme, mais les chiffres évoqués sont de l'ordre de 67 000 roubles par mois, 600 euros.
C'est moins que le salaire moyen. Le salaire moyen est de 89 000 aujourd'hui en Russie. Mais comparé à la retraite moyenne en Russie, qui est de 23 000 roubles, on comprend que ça peut changer le quotidien, effectivement, de ces retraités, de reprendre une activité dans le contexte actuel en Russie. En tout cas, si ça se confirme, si ça devient un phénomène massif, ou en tout cas significatif, cela pourrait annoncer là encore une petite révolution sociologique. Je rappelle que depuis quelques mois, on voit en province les familles des personnes engagées dans l'opération spéciale, entre guillemets, eh bien, accéder à la classe moyenne, voire classe moyenne supérieure. On voit des employés des industries de défense gagner en province encore 150, 200 000 roubles. Si demain, des centaines de milliers de retraités se mettent à gagner près de 100 000 roubles, alors que depuis 30 ans, ce sont les grands perdants de la transition, ce sont généralement des gens pauvres qui sont aidés par leurs enfants, eh bien, ce serait encore une fois quelque chose d'assez singulier et inattendu. J'en viens maintenant aux questions de politique intérieure, aux questions relatives à la société russe, avec tout d'abord la poursuite des purges visant les équipes de l'ancien ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, nommé, vous le savez, à la tête du Conseil de sécurité nationale. Il y a en tout une vingtaine de hauts responsables du ministère de la Défense qui ont été incarcérés ou poursuivis. Les derniers en date sont significatifs. D'abord, le général Mouminjanov, qui est l'ancien numéro 2 de la région militaire de Saint-Pétersbourg, ce n'est pas rien, poursuivi de façon assez classique pour corruption et détournement de fonds, mais surtout le général Popov. Alors, il y en a deux. Il ne s'agit pas du général Ivan Popov, ex-commandant de la 58e armée, qui avait été inquiété, assigné à résidence et puis élargi récemment, un général plutôt populaire, qui avait été inquiété, semble-t-il, plutôt pour ses prises de position critiques à l'égard de Shoïgu, justement, et du chef d'état-major. Non, il s'agit du général Pavel Popov, qui, jusqu'à une date récente, dirigeait le fameux parc Patriote, un grand ensemble construit ces dernières années dans la banlieue de Moscou, à la fois centre d'exposition, centre de conférence, agrémenté d'une cathédrale dédiée aux forces armées, un lieu emblématique finalement de la période Shoïgu. Eh bien, ce général Popov, qui était donc en charge de ce site, a été mis en examen, placé en détention préventive pour détournement de 30 millions de roubles. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il c'est vraiment un proche de Shoigu. C'est quelqu'un qui l'a accompagné dès le début des années 90, à l'époque où Shoigu était ministre des situations d'urgence, c'est-à-dire la sécurité civile russe. Et évidemment, cette arrestation, elle nourrit une interrogation qui n'est pas sur la place publique, mais à tout le moins dans les esprits des observateurs. C'est est-ce que Shoigu, finalement, ne peut pas être inquiété? Alors peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais tout son entourage, pratiquement, a été mis hors jeu de façon plus ou moins spectaculaire et virulente. En tout cas, les observateurs ont également relevé que il n'accompagnait pas Vladimir Poutine avant-hier, lorsque ce dernier s'est posé dans la petite république de Touva, où il y a quelques années, Shoigu, qui est originaire de ce lieu-là, aimait à convier le président Poutine à des marches en montagne, etc., etc. Deuxième point politique ou de kremlinologie, la Cour des comptes, qui a publié un rapport décapant, extrêmement sévère sur l'utilisation des fonds publics alloués au tourisme, un domaine que le président Chunso connaît bien. Le tourisme qui a les faveurs du gouvernement fédéral, qui reçoit des fonds importants pour le développement des infrastructures notamment. Eh bien, la Cour des comptes a eu des évaluations très sévères. Alors, en quoi c'est intéressant? Eh bien, la Cour des comptes, elle est dirigée depuis le mois de mai par M. Boris Kovalchuk, qui est l'un de ce qu'on appelle les princes du régime, les grands héritiers
potentiel. C'est le fils de Yuri Kovalchuk, un oligarque de premier plan, présent dans les médias, qui a également des intérêts dans le nucléaire. Eh bien, on dirait que le fils, Boris, qui, jusqu'à une date récente, dirigeait une grande compagnie d'électricité, a décidé de se faire remarquer, en tout cas d'exister politiquement en publiant ce rapport et en luttant contre la corruption. On n'avait pas beaucoup entendu parler de lui depuis sa nomination, eh bien c'est fait. Et comme il a peut-être des ambitions pour la suite, c'est à relever. Enfin, un sondage du centre Levada, ce grand institut sociologique qui récemment, enfin il y a quand même quelques années, a été placé dans la liste des agents étrangers par le ministère de la Justice. Un sondage sur l'Ukraine, avec des chiffres intéressants et contradictoires, ou en tout cas qui mettent en évidence la complexité des perceptions des Russes. 78% disent soutenir l'action des forces armées russes en Ukraine, 78%. En même temps, si j'ose dire, 50% se disent favorables à des pourparlers de paix, alors à des degrés divers. Certains sont franchement, certains sont plutôt, mais enfin ça fait 50%. Et 41%, à l'inverse, sont favorables à la poursuite de l'opération militaire spéciale, entre guillemets, en Ukraine. Euh, 91% des répondants se disent inquiets des événements de Koursk, ce qui n'est pas rien, ce qui est assez logique. Euh, et 57% disent ne pas s'attendre à une nouvelle vague de mobilisation, partielle ou générale, dans les prochains mois. Euh, donc une inquiétude et en même temps qui ne se voit pas forcément sur l'aspect de la mobilisation. Donc il faut croire que le Kremlin, au moins partiellement, parvient à convaincre la population de ses intentions, plutôt de sa non-intention de mobiliser. Quelques mots enfin des scrutins qui sont prévus sur 3 jours, demain, samedi et dimanche en Russie. Il y en a beaucoup. Il y a d'abord 3 élections partielles à la Douma d'État. 3 anciens ministres sont en lice. L'ancienne vice-première ministre Abramchenko à Rostov, l'ancien ministre de l'énergie Shulginov en Rakassie et l'ancien ministre des Sports à Briansk. Bon, ce devrait être une simple formalité. Il y a par ailleurs 21 élections de gouverneurs ou de chefs de région. Là aussi, le suspense est minimal. Il n'est jamais très élevé depuis 2021 et Khabarovsk, mais cette année, il est pratiquement nul. Notons qu'il aura lieu également dans la région de Koursk, même si dans les districts concernés, occupés par l'Ukraine et concernés par les combats, les élections que l'on pourrait qualifier de cantonales, si on cherchait un équivalent, ont été annulées. Mais l'élection du gouverneur de la région de Koursk, elle a été maintenue. Et puis, il y a les élections de 13 assemblées en région et à Moscou. L'assemblée municipale de Moscou va être renouvelée. J'en viens à la politique étrangère, aux questions diplomatiques, avec la visite de Vladimir Poutine en Mongolie. On en a beaucoup parlé en Occident, alors surtout à travers le prisme de la Cour pénale internationale, du mandat d'arrêt. Pourquoi? Parce que la Mongolie est membre et était censée interpeller Vladimir Poutine à son arrivée au Ulaanbaatar. Finalement, le plus surprenant dans cette affaire, c'est que quelqu'un ait pu prendre cette hypothèse au sérieux. Mais enfin, on a beaucoup parlé dans les médias français et occidentaux, on a beaucoup pesté contre la décision des dirigeants mongols. Alors pourquoi cette visite? Évidemment, envoyer faire un pied de nez aux Occidentaux, il faut le dire, précisément sur ce sujet, montrer que la CPI, on s'assoit dessus, c'est certain, mais c'est aussi envoyer un message aux pays occidentaux qui courtisent la Mongolie, qui est un pays plutôt démocratique, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, comme pouvait l'être la Kirghizie il y a quelque temps. Je pourrais d'ailleurs faire une étude sur le lien entre nomadisme historique et démocratie en Eurasie. On se souvient que le président Macron était allé s'arrêter en Mongolie, donc Poutine a voulu sans doute également rappeler
l'importance des intérêts russes, marquer un petit peu son territoire, si j'ose dire. C'est peut-être aussi, et ça je ne crois pas que ça a été vraiment relevé, un signal aux Chinois, un peu dans la même veine que la visite de Poutine à Pyongyang et au Vietnam. Montrer que la Russie ne s'interdit pas de visiter des pays frontaliers de la Chine et avec lesquels Pékin entretient des relations historiquement compliquées. Et puis il y a, au-delà du symbole, le symbole euh, qui a justifié cette visite, c'était les 80 ans, 85 ans, pardon, de la bataille de Khalkhin-Gol, bataille totalement oubliée en Occident, personne ne sait de quoi on parle, et pourtant c'est un événement très important juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui, dans une large mesure, conditionne le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas pour l'URSS, en fermant l'hypothèse du deuxième front en Asie. Je rappelle en 1939, en septembre, alors que la Pologne subissait les assauts allemands et s'effondrait rapidement, eh bien, avait lieu cette bataille entre soviétiques et japonais, et Zhukov, déjà, l'emportait, un peu à la surprise générale, il faut le dire, et calmait les ardeurs de l'armée de terre japonaise. Et dès lors, on sait que, bon, au Japon, il y avait deux grands lobbies, hein, pour faire court, au sein des militaires, les terriens qui regardaient vers la Chine, vers le nord, la Mandchourie, l'URSS, et la marine de guerre. Et finalement, le coup d'arrêt donné par l'armée soviétique en septembre 1939 en Mongolie a probablement convaincu la haute direction militaire et l'empereur de l'époque que ce n'était pas l'axe qu'il fallait privilégier. Et donc, en tout cas, le Japon n'est pas entré en guerre contre l'URSS, contrairement à ce que souhaitait l'Allemagne en 1941. Euh, Quelques actualités variées avec des nouvelles sanctions américaines hier contre RT et ses dirigeants, au premier rang desquels Margarita Simonian, sa directrice. Décision liée, Dixit l'OFAC, qui est le bureau du Trésor américain en charge des sanctions, et bien, liées à des opérations d'influence russe à la veille des élections américaines. À ce propos, Vladimir Poutine, présent aujourd'hui à Vladivostok au Forum oriental, a surpris, alors plaisanté diront certains, mais comme disent les Russes, dans chaque plaisanterie, il y a une part de plaisanterie, donc une part de sérieux en réalité. Il a dit que, évidemment, la Russie soutiendrait Kamala Harris pour la présidentielle du 4 novembre. Et en fait, alors c'est un peu du trolling, comme on dit en bon français, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il faut se défier de l'hypothèse sur laquelle Poutine, le Kremlin, miserait à fond sur Trump. C'est pas évident du tout en réalité, et les Russes se souviennent que c'est précisément sous l'administration Trump qu'avait eu lieu la guerre des consulats. On se souvient que le consulat de San Francisco avait été fermé, que Roussal avait été très durement sanctionné. Et quand les Russes disent en début d'année, on préfère Biden parce que c'est prévisible, ou remettent le même argument aujourd'hui parce que Mme Harris c'est prévisible, je pense qu'on ne devrait pas écarter ce propos d'un revers de la main. Surtout quand on connaît l'aversion de Poutine et de l'administration russe pour le risque et la surprise de façon générale. Euh, Quelques mots des BRICS, dont on sait que les chefs d'État vont se réunir à Kazan du 22 au 24 octobre, en format élargi, il y aura plein de nouveaux membres. Eh bien, la Russie a eu le plaisir de noter, de relever deux nouvelles candidatures. Alors pour l'après, évidemment, hein, ce ne sera pas formalisé cette fois-ci, celle de la Malaisie et celle de la Turquie, pays de l'OTAN, ce qui n'est quand même pas rien. Enfin, une petite curiosité diplomatico, pas militaire, mais stratégique. Un point en apparence improbable, absolument ignoré des médias occidentaux, et je veux dire que ça peut paraître loin, c'est la convocation de l'ambassadeur de Russie par le ministère des Affaires étrangères iranien. Quand on se fait convoquer,
certains de nos diplomates français en poste à Moscou le savent, ce n'est pas pour se faire offrir des fleurs. Généralement, c'est pour se faire remonter les bretelles, comme on dit en bon français. Eh bien, pourquoi l'ambassadeur russe s'est fait convoquer? En raison de déclarations du ministre Lavrov sur la province de Zanzigour. C'est une province, une terre arménienne située entre le Nakhitchevan, République autonome d'Azerbaïdjan, et le reste de l'Azerbaïdjan. Et la Russie, depuis 2020-2021, promeut, dans le cadre du règlement du conflit entre Arménie et Azerbaïdjan, eh bien, la construction, la mise en place d'un corridor entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, c'est-à-dire ensuite la Turquie, qui traverserait ces terres arméniennes, ce qui suscite un certain émoi à Erevan et à l'évidence aussi en Iran. L'Iran n'est pas d'accord. Et l'Iran, à peu près autant que l'Arménie, même si c'est peut-être un peu moins existentiel pour la République islamique, s'inquiète de voir cette possible continuité territoriale, ou en tout cas logistique, entre pays turcs, si j'ose dire. Quelques mots de conclusion sur donc, le forum économique de Vladivostok, qui s'impose désormais comme un rendez-vous au moins aussi important que le forum de Saint-Pétersbourg, peut-être même plus important, puisque l'Asie a plus la cote que l'Europe, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, rappeler que cette année, le numéro 2 chinois était présent, de même que le Premier ministre malaisien. Alors on peut dire que c'est moins bien qu'il y a quelques années où il y avait ni plus ni moins que les premiers ministres japonais, le Premier ministre sud-coréen, le président chinois. Mais enfin, ce n'est pas... je rappelle qu'à Saint-Pétersbourg, cette année, c'était la Bolivie et le Zimbabwe, je crois. Donc c'est quand même un niveau un peu supérieur. Qu'a dit Poutine? Sur quoi il a mis l'accent? Sur l'économie. Il a annoncé 100 milliards de roubles de fonds publics pour le développement de l'urbanisme dans la région. Il a confirmé, j'ai parlé tout à l'heure euh, finalement de la fin de la plupart des programmes immobiliers, enfin de prêts immobiliers à très bonifiés, à la notable exception de la région extrême orientale, où là, l'État continue à subventionner lourdement, et ce qui permet un taux d'emprunt de 2%, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel au vu du reste de la Russie. L'objectif étant évidemment que les gens restent ou s'installent en Extrême-Orient et puissent faire construire ou acheter à des taux défiant toute concurrence. Autre dossier dont on avait parlé il y a quelques mois, confirmation des plans de Rosatom visant à construire des centrales nucléaires en Sibérie orientale et en Extrême-Orient. Pour l'instant, il n'y en a pratiquement pas, hein. Les centrales nucléaires sont sur la partie européenne. Alors, ce sera des centrales classiques, mais également des petits réacteurs modulaires dont on parle beaucoup par ailleurs et qui auraient vocation, par exemple, à équiper la Tchoukotka, peut-être le Kamchatka. Accent et priorité sur le BAM, donc la ligne de chemin de fer qui double depuis les années 70-80 le transsibérien et qui retrouve une deuxième jeunesse et qui même est insuffisant pour transporter le charbon et tout ce qui doit être transporté désormais vers les marchés asiatiques. Il y a un vrai sujet d'infrastructure ferroviaire, d'engorgement au niveau des voies ferrées qui parfois ne sont pas doublées. Je crois qu'elles ne sont pas partout encore électrifiées. Et surtout des terminaux sur la façade extrême orientale. Que dire d'autre? Que retenir? Et bon, Poutine a évidemment beaucoup parlé de la situation en Ukraine, à Koursk, dans une tonalité assez optimiste. Il a dit quelques mots de Pavel Dourov. Il a reconnu l'avoir rencontré, mais pas récemment à Bakou, il y a quelque temps à Moscou. Voilà, et il a critiqué, enfin, il a qualifié les décisions judiciaires françaises de sélectives et de pas très compréhensibles. Et comme je le disais, je terminerai là-dessus, il a surpris avec cette prise de position
plus ou moins sérieuse, mais pas anodine, en vue de l'élection américaine. Voilà, cher président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Eh ben, c'était beaucoup, c'était très complet. Alors, ça a répondu d'ailleurs, on a une quantité de questions aujourd'hui, mais tu les as pratiquement toutes Alors que je ne abordées. les avais pas. C'est Oui, oui, l'importance de l'anticipation. non, c'est pour ça que je te félicite doublement. Voilà, la prévision. Et en plus, comme cela a été dit, de ce point de vue-là, l'Observatoire est une structure, et la Chambre en général, une structure assez Voilà, singulière. Les chefs travaillent, pendant que les adjoints bronzent. C'est quand même exactement. assez incroyable. Et alors d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, on va commencer par une question qui est tombée sur la hotline. Donc voilà, donc je vous rappelle qu'on a une hotline qui est en service et qui sert donc quelquefois. Et qui nous dit ceci. Pavel Chensky avait recommandé lors du dernier briefing la série Nepochetnie Palemia. Je l'ai regardée et trouvée particulièrement intéressante. J'ai été très surpris de voir que certaines personnalités interviewées étaient des opposants à Poutine. Je pense notamment à Mikhail Khodorkovsky, et en particulier à Boris Nemtsov, qui va même jusqu'à qualifier Poutine, entre guillemets, d'une des deux plus grandes erreurs de Yeltsin dans l'épisode 10. Que pensez-vous de ce choix éditorial et de la liberté de ton du documentaire qui peut paraître surprenante? Premier point, il faut toujours écouter Pavel Chinsky, même quand il plaisante. Deuxième point, j'ai moi-même dévoré, je dois l'admettre, cette série qui est assez longue, hein. On parle d'une dizaine d'épisodes d'environ 1h20 chacun, et qui est spécifiquement dédiée aux années 90. 90, y compris la période d'écroulement de l'URSS, c'est-à-dire qu'on remonte à 89-90, le Congrès des députés du peuple de mars 89 avec Andrei Sakharov, le putsch, l'après-putsch, et puis après on déroule les réformes, la thérapie de choc, Gaïdar, les événements sanglants d'octobre 93, la première guerre de Tchétchénie, toutes les péripéties liées à la réélection de Yeltsin, et puis le deuxième mandat de Yeltsin, qui est un mandat plus compliqué, la période des oligarques, les privatisations, et puis la deuxième guerre de Tchétchénie, et puis la montée, l'irrésistible ascension de Poutine. Et on arrive au 31 décembre 99 avec cette démission anticipée de Boris Yeltsin qui surprend tout le monde, et qui conclut sa vie politique par ces mots très forts. Il dit, on s'en souvient, sur le perron du Kremlin à Poutine, Берегите Россию, protégez la Russie, prenez soin de la Russie, et il demande pardon. Il demande pardon aussi, c'est très fort et c'est très oublié en fait. Lors de ses vœux, donc, parce que c'est le 31 décembre, il annonce à la population sa décision et il demande pardon pour tout ce qui n'a pas marché. Et Dieu sait s'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Quand on prend un peu de recul, qui d'autre a demandé pardon finalement? Qui demande pardon? Que ce soit en Russie ou ailleurs? Pas grand monde à mon avis. Et je dois dire que d'abord, donc j'ai dévoré ce documentaire qui est exceptionnel, exceptionnel par son niveau de détail et surtout, ça a été dit, on en revient à la question, par les intervenants qui sont interviewés. Alors, ils ont été interviewés entre 2012 et 2021, c'est pour ça qu'on a la chance d'entendre Boris Nemtsov, qui malheureusement n'a pas ressuscité. Il y a également Vladimir Poutine, qui parle de Boris Yeltsin, mais il y a évidemment Zyuganov, il y a Chubais. Enfin, c'est plutôt bien distribué. Il y a évidemment des lectures très différentes, hein, sur des événements. Sur le même événement, on fait commenter un Potanin et un Chubais ou un Zyuganov. Et bon, tout ça est vraiment intéressant. Et puis il y a voilà, des focus qui sont faits sur des événements qui sont un peu oubliés, l'affaire Suez-Invest par exemple. Bon, Euh, donc je recommande vivement. Je confirme une très grande liberté de ton qui explique sans doute le fait que ce documentaire n'a évidemment pas été diffusé sur la première chaîne de télévision et n'est accessible que via YouTube et via un VPN. Voilà. Mais euh, je le recommande vivement et je précise qu'il existe une version sous-titrée en anglais.
ce que je ne savais pas au début. Je pensais que c'était un petit peu le privilège des russophones, pas du tout. Les personnes voilà, qui s'intéressent à cette période et qui ne sont pas forcément à l'aise en russe peuvent le voir, ça existe, et je pense que ça vaut le coup. Franchement, je le conseille en particulier aux étudiants, voilà, aux gens qui ont un intérêt et qui peuvent apprendre tout simplement beaucoup de choses. Et puis pour ceux qui savent ou qui pensent savoir, ça remet les choses en place, comme on dit, ça rappelle des épisodes, notamment sur 97, hein, une année un peu, voilà, un peu oubliée. Yeltsin a été réélu dans des conditions assez miraculeuses, il faut le dire, et au terme d'une campagne assez incroyable. La Russie, semble-t-il, sort de la récession, 97. Donc il y a une vague un petit peu d'optimisme, Nemtsov, Tchoubaïs. Et puis, contre toute attente, une guerre éclate au sein même du clan ou du camp pro-libéral entre oligarques. Et cette Russie qui semblait timidement sur le point de sortir du trou replonge. Et elle replonge l'année suivante, on s'en souvient, en août 98, avec une cessation de paiement sur sa dette, enfin un deuxième épisode extrêmement dramatique après celui de janvier 92. Donc, je parle un peu trop d'ailleurs, me semble-t-il, mais je suis enthousiaste et je dois dire que là, je vais révéler un petit secret, si j'ose dire. La seule fois, en tout cas, dans ces dernières années où j'ai été aussi addict à quelque chose, c'était probablement le Bureau des légendes. Alors, pas la saison russe que je trouve très faible, mais les saisons moyen-orientales, voilà, c'est captivant, c'est le cas de le dire. Merci. Bah, écoute, je vais y plonger, ça me rappellera ma jeunesse. Alors, Il y a une vie avant d'être président. ouais, exactement. Voilà. Alors, il y a quand même alors, une question qui revient plusieurs fois, c'est comment la candidature turque au BRICS a-t-elle été perçue en Russie, notamment eu égard à son appartenance à l'OTAN? Je n'ai pas encore vu beaucoup de commentaires, j'en ai vu quelques-uns, et ce qui prédomine, ce n'est pas la crainte d'une infiltration des BRICS par un pays de l'OTAN. Au contraire, c'est plutôt la confirmation que la Turquie, tout en restant membre de l'OTAN, est en train de se détacher de la doxa occidentale. Bon, la Turquie n'est pas un pays occidental, il faut peut-être aussi rappeler quelques évidences. Donc, je pense que c'est plutôt si vous voulez, l'impression d'avoir une nouvelle prise potentielle, ou en tout cas la formalisation d'une prise qui n'est pas qu'une prise par la Russie. Les BRICS n'est pas, c'est pas la Russie, c'est bien au-delà, c'est la Chine, c'est voilà. Donc, en tout cas, confirmation d'une tendance à la désoccidentalisation du monde. Je pense que c'est ça surtout. Bah, on retrouve les non-alignés, quoi. Oui, en quelque sorte. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que un vice-premier ministre serbe était présent à Vladivostok. Quelqu'un de M. Voulin, ancien chef des services secrets, sous sanction américaine d'ailleurs, qui a rencontré. Il venait livrer les plans du Rafale, déjà. Là, tu prends de très gros risques, il va falloir couper ce passage. Très bien. Alors, il y a quand même la dernière question, mais qui est probablement la plus importante. C'est celle de notre Premier ministre, puisque la France a un Premier ministre après quelques jours d'attente. Nous avons Michel Barnier. Donc, alors, la question est importante. Est-il russophile ou russophobe? Je dirais ni l'un ni l'autre. J'ai lu un article qu'il a publié en février 2023, c'est-à-dire un an après le début de la guerre d'Ukraine. Et c'était de façon assez prévisible d'une parfaite orthodoxie à la fois vis-à-vis du Quai d'Orsay, de l'Europe. C'était assez prévisible. En tout cas, je n'entrevois pas de transgression particulière de la part de Michel Barnier, qui vient par ailleurs d'une famille politique, le gaullisme, en tout cas, c'est ce qu'il affirme, où il y a une tradition, non pas de poutinophilie, c'est pas le sujet, mais où, de façon assez constante, depuis le général de Gaulle et dans le sillage du général de Gaulle, on s'est interrogé et on a essayé de construire véritablement une grande Europe qui inclut la Russie. Je crois que le vrai clivage aujourd'hui, il est là. Ceux qui finalement se satisfont d'une d'un nouveau rideau de fer ou un nouveau cordon sanitaire qui se mettra en place
bien, là où s'arrêtera l'armée russe finalement, c'est-à-dire quelque part en Ukraine, et ceux qui comprennent que à moyen et long terme, ça ne peut pas tenir et que toute construction qui n'inclut pas la Russie d'une façon ou d'une autre, il ne s'agit pas forcément de se jeter dans les bras du Kremlin, eh bien, est une construction bancale. Donc on verra, mais soyons francs, je ne pense pas que la Russie fasse partie des sujets prioritaires de Michel Barnier dans les semaines et les mois qui viennent. D'abord parce que la politique étrangère, c'est surtout du ressort du président de la République, et qu'il aura beaucoup d'autres chats à fouetter. Je pense également. Mais bon, j'espère qu'il ne sera pas obligé de s'y penser davantage qu'aujourd'hui. Merci à tous de votre fidélité, de vos nombreuses questions. On n'a pas pu tous les lire, mais encore une fois, Arnaud avait balayé brillamment tous les sujets en amont. Eh bien, donc rendez-vous jeudi prochain pour le 210e briefing. Comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.